Salam alaikum, Azul, bonsoir. Parmi les auteurs que j'ai lus, l'un d'eux a marqué au fer rouge l'autodidacte qui se formait doucement en moi. Il m'a déniaisé, pas seulement par son talent, sa phénoménale capacité à pénétrer la nature humaine, à la disséquer et à la décrire, mais il m'a impressionné parce que j'ai découvert que ce fin connaisseur de la nature humaine, cet immense écrivain très sensible, plein à ras-bord de générosité, de compassion pour les plus faibles, pour les opprimés de la vie, se révélait pourtant un raciste, parmi les plus primaires qu'on puisse imaginer. Oui, il m'a marqué au fer rouge en même temps qu'il m'avait interpellé. Il s'est introduit par effraction dans ma conscience tapissée de convictions mièvres et rose pâle. Et il m'a asséné ses terrifiantes clairvoyances sur la vraie nature des hommes. C'était un peu comme s'il me disait qu'il ne nous estimait qu'en fonction de ce que nous étions, que ce que nous pouvions être, sans aucune indulgence ni d'alibi. Et c'est en partie à cet homme que je dois cette noire lucidité sur les choses et les hommes. Cet auteur était un initié de ce qui est immergé en l'homme, profondément immergé en lui. Un jour, je suis tombé sur plusieurs de ses récits et de ses nouvelles qu'il avait écrits lors de son voyage en Algérie au XIXe siècle, où il disséquait avec un scalpel ce qu'il disait être l'âme des autochtones de ce pays. Sur le moment, j'ai été horrifié par ce que je lisais, sur ce qu'il pensait et disait de nos ancêtres, les Arabes comme les Berbères et les Juifs aussi. Son racisme, son antisémitisme, le sentiment de supériorité qu'il exprimait en toute bonne conscience, son mépris tout naturel pour nous, m'ont beaucoup heurté. Je l'ai haï et il s'en est fallu de peu pour que je jette à la poubelle toutes ses œuvres. J'ai été tellement étonné de le découvrir sous ce jour que je me suis forcé à lire tout le reste de ses œuvres, celles que je ne connaissais pas. Je les ai avalées comme un remède amer qu'on prend pour guérir d'un mal. Et je cherchais, comme un masochiste, où il pouvait encore nous insulter, nous manquer de respect, nous traiter par-dessus la jambe, nous considérer comme des infra-humains. Et ce fut alors pour moi comme une nuit qui accouche de l'aube claire. Je parcourais des pages et des pages d'une verve monstrueuse, tranchante, comme une lame effilée, parfois pénétrante, parfois en surface, comme pour mieux enfoncer le poignard dans la chair vive. Et je me suis mis, après ces glauques lectures, fortes comme un poison, à essayer de comprendre pourquoi ces auteurs occidentaux du XIXe siècle, pourtant humanistes et tellement sensibles, avaient de nous une représentation aussi exécrable. Ce jour-là, que j'y réfléchissais, j'étais dans un très joli parc à Paris. Je me suis mis, sans vraiment l'avoir voulu, à regarder autour de moi. Et je découvrais cette disposition devenue naturelle de ces peuples occidentaux à agir ensemble, de concert, pour rendre leur vie plus agréable, nette, éclatante d'ordre et de beauté, de doter la société entière de dispositifs et de cadres qui puissent permettre à tous ses membres de jouir du bien collectif, du bien public, qui appartient à tous sans pouvoir être capté par quiconque, quel qu'il soit. Je regardais les arbres centenaires de ce parc, les longues promenades, les fontaines, les statues de marbre blanc, et je me demandais pourquoi aucun baron, aucune haute personnalité politique de ce pays ne pouvait s'accaparer le moindre centimètre carré de cet espace public qui appartenait à tout le monde. Cette observation peut sembler déplacée, en l'occurrence, mais comment faire?
pour se faire une idée assez proche de la vérité sur sa propre société et sa capacité à être à la hauteur de son destin, si ce n'est celle d'envisager ou d'essayer de comprendre comment font les autres peuples qui ne sont pas dans la même situation que nous, qui ne le sont plus, parce qu'ils ont réussi à se sortir de l'oppression, de la servitude, qui ont réussi à chasser leurs despotes et enfin à imposer une organisation sociale et politique qui les prémunisse de la prédation et du despotisme de leurs dirigeants. Il suffit parfois d'essayer d'observer des attitudes collectives qui semblent aller de soi, dont on ne découvre la très grande importance que quand elles sont absentes de nos propres sociétés. Je crois que si les Occidentaux sont développés, et pas nous, s'ils disposent d'une relative démocratie, et pas nous, s'ils ont réussi à réunir toutes les conditions qui leur permettent d'instaurer des institutions, de véritables institutions, qui ne soient pas des coquilles vides, et pas nous, s'ils sont parvenus à parfaire l'esprit de leurs lois jusqu'à aboutir au concept de séparation des pouvoirs, et pas nous, s'ils ont réussi au bout d'immenses sacrifices à imposer des valeurs humaines d'égalité et de solidarité sociale, et pas nous, s'ils ont réussi à admettre l'impératif inviolable des droits de l'homme, de la liberté d'expression, et pas nous, ce n'est pas seulement le fruit d'une soi-disant prédisposition génétique, d'une quelconque supériorité raciale, ni même le fait de la puissance militaire, économique, ou d'un quelconque génie collectif inné. C'est juste une aspiration à devenir maître de son destin, une aspiration collective, de devenir un peuple au sens entier du terme, de ne plus attendre l'homme providentiel qui viendrait tout régler, qui viendrait mettre en place un vaste consensus du vivre ensemble dont l'harmonie, le droit, la solidarité et le sentiment d'un destin commun. Non. C'est d'avoir le sentiment que tout cela, il n'y a que le peuple qui peut le réaliser. C'est comprendre que jouir de l'ombrage d'un arbre centenaire, qu'on a hérité de ses ancêtres qui ne l'ont pas vu atteindre sa pleine maturité. Ils l'ont planté pour nous. C'est aussi l'obligation d'en planter à notre tour pour les générations futures, même si nous ne les verrons pas à leur pleine maturité. Cette profusion d'espaces verts en Occident, ce civisme ambiant, cette sollicitude pour les plus faibles, ce soutien de la société aux naufragés de la vie, cette solidarité devenue automatique pour les victimes de l'abus, cet amour de la liberté, ce refus de se laisser fliquer, de se laisser imposer ses dirigeants, même si beaucoup restent à démystifier dans ce cas en Occident, montre bien toute la différence fondamentale et substantielle qui sépare ces sociétés des nôtres, où les espaces verts ont la réputation d'attirer les moustiques, où on ne plante pas d'essence centenaire, où l'incivisme est devenu une seconde nature. Vous pourriez vite me demander ce que cela a à voir avec le régime, avec le projet de constitution, avec les méthodes de ce régime et la facilité relative qu'il trouve à se maintenir à la tête de notre pays malgré le formidable élan populaire du 22 février. Cela ne signifie pas que nous sommes la cause de ce que nous subissons. Bien au contraire. Nous sommes ce que nous sommes et que nous ne voulons plus être parce que nous avons été conditionnés, formatés par ce régime qui nous a divisés, qui nous a montés les uns contre les autres, qui a fait émerger les plus vils d'entre nous à notre tête et qui a précipité les élites véritables de cette société au bas-fond,
s'il ne les a relégués à la seule alternative qui leur restait, s'exiler, partir loin de leur pays. Il a voulu que nous soyons ainsi et il a tout fait pour que nous le restions, à jamais. Parce qu'il sait, même inconsciemment, qu'un peuple soudé, qu'un peuple cultivé, civique, esthète, qui prospère dans le beau, dont les citoyens sont solidaires, dont les citoyens sont attachés à leurs droits naturels, qui ont conscience que le bien public est inaliénable, que nul n'est au-dessus des lois, ne peuvent être opprimés. Tout se tient en politique dans la vie des nations. Ce régime aurait très bien pu veiller au respect de l'urbanisme plutôt que de laisser nos villes devenir aussi laides et aussi anarchiques et aussi sales. Il aurait pu faire planter des arbres, agrémenter les villes de parcs et de jardins, fleurir les villes, interdire les baraudages, prendre des dispositions de solidarité à l'endroit des handicapés, nettoyer nos plages, organiser une meilleure voirie et profiter de l'immense manne pétrolière pour promouvoir le tourisme, l'agriculture, l'hydraulique, la joie de vivre. Mais tout cela aurait sorti l'Algérien de l'ornière, de la fosse dans laquelle il a été délibérément précipité. Il aurait sorti les communautés de la haine qu'il est en train d'entretenir entre elles. Mais tout cela aurait signifié sa perte, parce que les Algériens seraient devenus un peuple serein, heureux de vivre, préoccupé du devenir des générations futures. Et cela aurait été suicidaire pour ce régime parce que l'infection ne s'accommode pas d'un climat sain. Le plus bel idéal de la révolution du 22 février procède de cette aspiration, nous libérer de l'étreinte mortifère et dégradante de ce régime qui fait tout pour nous ravaler à une situation d'infra-humain pour pouvoir continuer à nous dominer. Algérie, le virus constitutionnel. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir trois invités que je vais recevoir l'un après l'autre pour pouvoir leur permettre de s'exprimer sur le fond au sujet de cette histoire de mouture de projet de constitution. J'aurai donc avec moi depuis les États-Unis Adil Houari, sociologue, politicien, politologue et très actif, j'allais dire intervenant au sein des réseaux sociaux où il est très apprécié. Zoubida Assoul, avocate, présidente de l'UCP, elle aussi très active dans les réseaux sociaux et dans le Hirak aussi. Et Tahar Khelfoun, juriste, écrivain et lui aussi très actif, très activiste au sein de notre communauté à Lyon. Adil Houari, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Bonjour Jamel et bonjour à vos deux invités, à Madame Assoul et à Tahar Khelfoun. Merci, merci. Alors, Adil Houari, les réseaux sociaux sont en train de, j'allais dire, votre récente intervention. Adil Houari et moi, nous sommes très, très amis. Dans la vie de tous les jours, on se tutoie. Mais là, on se vous voit, bon, c'est comme ça. Alors, Adil Houari, j'allais dire, ce texte magnifique que vous avez commis, êtes-vous sérieux, Monsieur le Président, qui n'est pas très long, qui est relativement court, mais qui est très percutant? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous vous adressez à M. Tebboune, quand vous lui demandez s'il est sérieux? Je trouve que l'avant-projet qu'il a envoyé et il a demandé aux Algériens de donner leur avis et de débattre n'est pas sérieux. Pourquoi il n'est pas sérieux? Parce que il y a trois conditions qui ne sont pas remplies. La première condition, c'est que les conditions politiques dans lesquelles sont l'Algérie aujourd'hui
ne sont pas favorables à la discussion d'une constitution. Pour qu'il y ait une discussion d'un texte fondamental aussi important, il faudrait apaiser le climat. Il faut libérer au moins les détenus d'opinion politique. Il faut libérer le journaliste Rarni, il faut libérer les centaines de hirakistes détenus et qui sont en train de se faire arrêter. Hier encore, dans des villages en Kabylie, la police a arrêté des hirakistes. Il faut libérer Tabou, il faut libérer les détenus politiques. Ça, c'est la première condition politique. Mais ce lapsus que vous venez de commettre, il faut libérer Tebboune. Il faut libérer des militaires, effectivement. Oui, mais Tebboune n'est pas libre pour faire ce que vous lui demandez de faire et lui-même a été imposé. Il est prisonnier, on lui a demandé de faire ce qu'il est en train de faire. Voilà. Il n'est pas libre de ses actes, comme ne l'a jamais été un président algérien depuis Boumedienne. Depuis Boumedienne, le président algérien n'est pas libre. Eh bien, justement, ça allait être la troisième, mais puisque vous anticipez, la troisième condition, et je reviendrai sur la deuxième, oui. La troisième condition, une constitution, comme l'a dit le philosophe grec de l'Antiquité, pour quel temps et pour quel peuple, résout le problème politique qu'a la société. Quel est le problème politique qu'a la société et que nous héritons de l'histoire? C'est celui de la primauté du militaire sur le civil. Donc une constitution, un projet de constitution doit résoudre ce problème-là. Il doit restaurer la souveraineté populaire exercée ou incarnée par les institutions. C'est ça la constitution. Oui, mais le comité d'experts lui-même a déclaré dans son avant-propos que M. Tebboune leur a demandé de ne traiter que les 7 points qu'il leur a livrés, les 7 axes. Les 6 axes et un point hors axe où il n'y a pas l'armée, sauf qu'elle devra être autorisée à agir à l'extérieur des frontières. Donc ce projet en lui-même, la mouture, déjà au départ, ils n'ont pas les coups des franges, ceux qui étaient appelés à la confectionner. Alors c'est comme si on demandait à un théologien chrétien de parler du christianisme, mais ne pas parler de la Bible. Non, mais l'armée, elle est au cœur du pouvoir en Algérie. Oui, oui. Oui. C'est l'armée qui a, pour des raisons historiques, c'est l'armée qui a créé le pouvoir exécutif, ou institué le pouvoir exécutif en 62, à partir duquel l'État devait se construire. Et je pense que le rôle historique, la mission historique de l'armée était terminée déjà à la fin des années 60. Elle aurait dû laisser la société construire l'État. Elle l'empêche, depuis la fin des années 60, l'armée, la hiérarchie militaire, par l'armée. La hiérarchie militaire empêche le pouvoir exécutif de devenir un État. Et donc, c'est ça le problème que doit résoudre la Constitution. Et puisque vous avez introduit la deuxième condition dont je parlais, la deuxième condition, c'est que la Constitution n'est pas un texte académique. La Constitution n'est pas rédigée par des juristes, aussi brillants soient-ils. Ce projet de Constitution, on est encore au projet, on aurait dû inviter les partis politiques. Les partis politiques à présenter un projet de Constitution, à réfléchir sur un projet de Constitution. Même si ces partis, ils font appel à des experts, ça c'est normal. Mais le projet de Constitution est un texte politique. Oui, mais Abdel Awali, ces partis politiques ne sont pas représentatifs de la volonté populaire, puisque la volonté populaire, à travers le mouvement du 22 février, a exigé un processus constituant. Ça veut dire pouvoir désigner par le peuple une assemblée constituante qui pourrait à ce moment-là faire le reste du travail. Mais les partis politiques tels qu'ils sont connus, tels que nous les connaissons, et qui en ce moment même n'osent même pas la plus petite récrimination à l'encontre de ce projet, vous pensez qu'ils puissent être représentatifs des aspirations du peuple? Non, ils peuvent proposer un projet que le FLN, que le RND, que les partis du pouvoir
propose au public un projet et aussi que les partis d'opposition, le RCD, le FFS, le parti de Mme Assoul, etc., proposent un projet. Ce sont des propositions de projets et le public, lui, il va distinguer quels sont les partis qui expriment les aspirations du peuple et quels sont les partis qui ne cherchent qu'à vouloir satisfaire le pouvoir exécutif en contrepartie de quelques prébendes. Le projet, c'est au niveau de la discussion, c'est aux partis de présenter des projets. Et que ces partis s'entendent sur des critères idéologiques ou politico-idéologiques pour former des commissions et qui présenteront des projets alternatifs. Par exemple, le FFS, le RCD, Mme Assoul, etc., ils pourraient proposer un projet de constitution. Et le FLN, le RND, etc., Hamas pourrait aussi proposer, et c'est à la population de décider de se faire une opinion. On est au niveau des projets. Mais pour revenir à un aspect plus substantiel de cette problématique, je vous cite, je dis ce que vous écrivez, cette posture découle de ce que, pour les dirigeants, l'État leur appartient. Il est mis sous tutelle de l'armée qui coopte une élite pour diriger les services gouvernementaux. C'est réellement tout un programme dans ce que vous disiez de façon si courte. Essayez de nous expliquer ce que vous entendez par là. Mais écoutez, dans la tête de Tebboune, dans la tête du général Senghriha, la Constitution n'est pas un texte qui réglemente les rapports d'autorité entre l'État et les citoyens. Dans leur tête, la Constitution est un texte qui leur permet de se défendre contre la société, contre l'opposition, et qui leur permet d'empêcher l'opposition de prendre le pouvoir. C'est ça pour la Constitution. Il faut leur expliquer ce que c'est que la Constitution. Vous dites par ailleurs, la meilleure Constitution est celle qui mettrait fin à la dualité pouvoir réel, pouvoir formel, et qui empêche la hiérarchie militaire de désigner le président. Mais d'où vient l'incapacité de notre État à développer le pays? Oui. Elle vient de ce que les élites politiques sont cooptées, sont désignées. Elles ne sont pas élues et donc elles ne subissent pas la sanction électorale. Dans votre introduction, vous parliez des villes qui sont sales. Pourquoi les villes sont sales? Parce que les Algériens n'élisent pas les maires. Les maires sont désignés. Et donc le maire qui est à la tête de la mairie d'Oran ou d'Alger, il ne soucie pas de l'électorat. Il se soucie du général qui le désigne. C'est pour ça que les villes sont sales. Parce que les maires ne subissent pas la sanction électorale. Et donc, ce raisonnement, vous pouvez le généraliser au niveau de l'État. Les élites qui dirigent le pays ne dépendent pas de l'électorat. Or, qu'est-ce que c'est que la Constitution? La Constitution, c'est le texte qui régit les rapports entre les gouvernants et les gouvernés dans le cadre de l'exercice de l'autorité publique qui sert le bien public, le bien commun. L'État, c'est le bien public, c'est le bien commun. Or, pour les dirigeants algériens, l'État est un bien privé. C'est pour ça que la notion de constitution est je dirais pas anachronique, je dirais incohérente dans la culture politique des dirigeants. Ils n'ont pas besoin de constitution. D'ailleurs, à chaque fois qu'ils ont institué une constitution, c'est eux qui l'ont violée. Ce n'est pas les partis d'opposition qui violent la constitution. Ce n'est pas les citoyens qui violent la constitution.
C'est eux qui violent la Constitution. Donc le régime algérien ne fonctionne pas à la Constitution. La Constitution, c'est juste une devanture. C'est pour ça que je dis, est-ce que vous êtes sérieux, Monsieur le Président? Non, ce n'est pas comme ça qu'on édifie, qu'on résout la crise. Parce que la crise, elle est toujours là. Et une fois la pandémie refoulée, le Hirak va revenir. Parce que la demande des Algériens, elle est toujours là. Les Algériens demandent un État. Il y a une demande d'État. Et le pouvoir, il leur donne un pouvoir exécutif. Non, l'État n'est pas le pouvoir exécutif. L'État, c'est le pouvoir exécutif sous le contrôle du pouvoir législatif et avec le pouvoir judiciaire qui contrôle la constitutionnalité des lois. C'est ça l'État. L'État, c'est pas le pouvoir exécutif. Comment certains partis politiques Adel Ouari sont-ils en train de s'exprimer maintenant, en ce moment, dans les médias du régime, où ils sont en train de dire oui, ça peut être un texte intéressant, ça peut mener vers. Est-ce qu'on peut, suivant votre propre raisonnement, Adel Ouari, est-ce qu'on peut, sachant que Tebboune est la partie visible du vrai pouvoir, qui n'est pas le pouvoir réel. Est-ce qu'il peut, comme vous le dites si bien d'ailleurs, où sont les articles qui interdisent aux militaires d'interférer dans la vie politique? Est-ce qu'un tel projet, est-ce que le lancement sur rail d'un projet de constitution peut mener, en l'état des choses, à une véritable constitution? Non. Non. Nous aurons une véritable constitution lorsque les généraux, lorsque l'état-major décidera qu'il y ait une transition démocratique. L'état-major ne veut pas d'une transition démocratique. Lorsque l'état-major décidera d'une transition démocratique, eh bien là, il fera appel comme expert à Tahar Khalfoun, à Zoubida Assoul et à d'autres pour écrire un projet de constitution. Et donc, tant que l'état-major n'est pas dans l'état d'esprit d'une transition démocratique, tout cela, c'est que des activités folkloriques. Et quand vous dites, Adel Ouari, dans votre texte, cet avant-projet est anachronique et date de 1965. L'Algérie a besoin d'une constitution de 2020. À chaque temps, sa constitution, c'est ce que dit le philosophe grec Solon. Qu'est-ce que vous entendez par cet avant-projet est anachronique et date de 1965? Les Algériens qui ont aujourd'hui entre 20 ans et 50 ans, ce sont des Algériens qui sont nés après l'indépendance et qui ne peuvent pas être satisfaits par juste Qassamen ou le drapeau ou l'Algérie c'est un État souverain. Cette génération, née après l'indépendance, veut un État. Ils ne peuvent pas se satisfaire d'un pouvoir exécutif, aussi fort soit-il. Ils veulent un État. Et un État, c'est la séparation des pouvoirs. Un État, c'est l'exercice de la citoyenneté. Et c'est pour ça que le pouvoir, sa démarche est anachronique. Il propose le type de constitution des années 60 et 70 qui sont en soi de beaux textes, mais qui ne se donnent pas les moyens de l'application. Parce que quel est le grand problème de l'Algérie? Le grand problème de l'Algérie, c'est que les institutions ne véhiculent pas l'autorité que leur donne la Constitution. Donc il faut trouver un moyen pour que les institutions véhiculent l'autorité. Moi, je fais une proposition en tant que citoyen. Oui. Il faut que la gendarmerie dépende du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que quand vous analysez le fonctionnement du régime algérien, l'armée n'intervient pas dans la vie politique. Ceux qui interviennent dans la vie politique, c'est une vingtaine de généraux. Et donc, si la gendarmerie est sous l'autorité réelle du président,
délégué au ministre de l'Intérieur, eh bien le président peut envoyer la gendarmerie arrêter 2 ou 3 généraux qui font de la politique. Donc il faut donner à la présidence les moyens d'exercer l'autorité politique sur les généraux comme le veut la nation. Un vrai président élu par algérien, Tebboune n'a pas les moyens d'exercer son autorité constitutionnelle sur l'armée. Il est surveillé par le général Mjahed, il est surveillé par le général, celui qui a 85 ans, qui a la tête de la garde républicaine, Ben Ali. Il est surveillé. Vous savez que Tebboune il y a même des écoutes téléphoniques dans son bureau et probablement dans sa chambre à coucher, déposées par la DCSI. Non, il faut que le président algérien, quel qu'il soit, Tebboune ou un autre, ait des vrais pouvoirs et qu'il soit le représentant de la nation. Mais pour que cela se fasse, il faut qu'il soit vraiment élu par les Algériens. Et il faut qu'il soit élu. Ce n'est pas le cas en l'occurrence. Dans la transition, on peut, dans une période transitoire, concevoir que pendant 1 an ou 2 ans, il ne soit pas élu, mais qu'il soit là pour la transition. Le président algérien n'a pas de pouvoir. Alors, il faut dépolitiser le grade de général. Il faut déconnecter la présidence du ministère de la Défense. Il faut que la présidence soit protégée, non pas par le ministère de la Défense, par les militaires, mais juste par la police et par la gendarmerie qui dépendraient du ministère de l'Intérieur. Voilà les problèmes constitutionnels qu'on devrait résoudre. Alors, Adel Houari, une dernière question avant de vous libérer, comme vous nous l'avez demandé vous-même. Ce régime est en train de montrer ses muscles, il est en train de s'affirmer comme étant fort, comme étant celui qui a récupéré le Hirak au point où il va le mettre dans son préambule, le préambule de la Constitution, qui est l'âme en quelque sorte de la Constitution. Et ce régime, donc, au moment où il se présente comme étant fort, comme ayant résisté à cette Cherdima qui a été le... Il dit Cherdima et Hirak Moubarak en même temps. Hein. Alors, dans le même temps, il est en train de profiter du corona pour arrêter des participants du Hirak, des grands activistes. Et dans le même temps, il est en train de servir du corona pour essayer de faire passer ce projet quasiment en douce. Est-ce qu'il est aussi fort qu'il est en train de nous le dire? Non, ça c'est une politique de courte vue. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, une fois la pandémie vaincue, le Hirak va revenir. Mais deuxièmement, et ce qui est plus grave, parce que le Hirak, il est pacifique, d'accord. Ils peuvent dire, bon, le Hirak, les Algériens peuvent manifester pendant 5 ans ou 10 ans tous les vendredis, tant que c'est pacifique, ça ne... Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Écoutez, pour 3 ou 4 ans au moins, si ce n'est pas plus, le pétrole, le prix du pétrole va être entre 20 et 30 dollars. Avec 20 ou 30 dollars, le prix du baril, les problèmes économiques seront vraiment sérieux en Algérie et très graves. Et donc, si le régime, si l'État ne sollicite pas la société pour créer des richesses, eh bien, il y aura des politiques, il y aura des problèmes politiques très graves et qui pourraient déboucher sur des explosions de violence. La baisse du prix du pétrole est très grave pour la paix sociale et la paix civile en Algérie. Et c'est pour ça que ce régime, il doit sortir de sa politique de courte vue pour entreprendre des réformes sérieuses, n'est-ce pas, pour s'appuyer, pour pacifier d'abord les rapports avec la société et lancer les initiatives de création de richesses pour diminuer la facture des importations, etc., etc. Et donc, si le régime s'entête dans cette voie de politique à court terme, eh bien, les lendemains ne seront pas les meilleurs, hein, parce qu'il risque d'y avoir des problèmes de violence parce que les problèmes économiques sont porteurs de violence
lorsque les inégalités ou la faim ou la pauvreté atteindra un seuil intolérable. Adel Hawari, merci infiniment. Au plaisir de vous revoir plus souvent et plus Merci fréquemment, Jamal et j'espère. Sahaf Torek et à bientôt. Et Selmek Hawari, à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Avec nous, Zoubida Assoul. Zoubida Assoul, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, si Jamal. Bonsoir. Bonsoir. Et je salue aussi M. Adel Hawari et votre autre invité. Tahar Khalfoun. Tahar Khalfoun, oui. Et aussi Tahar Ramadan, tous les Algériens et Algériennes, là où ils se trouvent. Merci beaucoup, Zoubida Assoul. Alors, d'abord, je suis tenté de vous demander une question toute simple. Votre sentiment au sujet de cette mouture, comme on l'appelle officiellement, mouture el-Mesouda, le brouillon, de l'avant-projet de constitution. Alors, j'aimerais bien quand même faire quelques préalables avant de répondre à votre question. Oui, je vous en prie. Oui. Je tiens à vous remercier pour vraiment l'éditorial que vous avez fait aujourd'hui. Il était magnifique. Merci. D'autant plus qu'il répond beaucoup à la situation que nous vivons actuellement, qui est le fruit d'une accumulation de plusieurs décennies. Merci. La deuxième des choses, c'est que aujourd'hui, je constate qu'il y a quand même une constante dans le système algérien, c'est que chaque fois que le pays passe ou traverse une crise, on se précipite vers l'amendement de la Constitution. Ça, c'est une constante. Vous allez repasser l'histoire de l'Algérie de 62 à ce jour. C'est toujours, on veut faire croire que le problème est un problème d'amendement de la Constitution et donc on l'amende de la même manière. La deuxième des choses, c'est que aujourd'hui, cet amendement de cette Constitution vient quand même dans une conjoncture qui est très différente de celles qui ont précédé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis le 22 février 2019, quand même, le peuple algérien est sorti dans la rue. Il a fait une révolution pacifique inédite qui est très différente, mais qui est pacifique, mais n'empêche que c'est une vraie révolution parce que les revendications sont des revendications éminemment politiques. Le peuple, quand il est sorti par millions dans toutes les régions du pays, et aussi pour notre diaspora qui habite à l'étranger, dans plusieurs capitales occidentales, qu'est-ce qu'il a revendiqué? L'application de l'article 7 et 8 de la Constitution actuelle, qui parle de la souveraineté populaire. Aujourd'hui, nous avons un président dont la légitimité est mise à mal. Il y a une révolution, il y a des revendications populaires, et comment essaye ce président de faire face à cette situation? Nous, les politiques, et là je réponds un peu à M. Adel Hawari quand il dit pourquoi vous ne présentez pas. Moi je parle du parti que je préside. En 2014, quand il y a eu le Rabi al-Arabi, Bouteflika, à l'époque où ceux qui dirigeaient en son nom, ont pris justement les devants pour dire attention, le printemps arabe risque de nous toucher, donc il faut aller vers des consultations pour amender la Constitution. Et personnellement, beaucoup de gens m'ont fait le reproche, et jusqu'à ce jour, continuent à me faire le reproche, de dire pourquoi vous avez été pour discuter avec le pouvoir pour la Constitution. Non, moi, je n'ai pas discuté. Moi, j'ai cru naïvement, et je préfère être naïve parce que mon intérêt et mon objectif, c'est toujours de faire avancer les choses dans mon pays. Donc, j'ai cru naïvement que peut-être le pouvoir a enfin compris le danger de ce printemps arabe et qu'il fallait prendre quand même les devants pour aller faire des réformes sérieuses. Et donc, on a travaillé au niveau de l'UCP et on a préparé un projet de constitution, d'ailleurs qu'on a appelé le projet de la constitution du changement. Et c'est un projet de constitution de 195 articles où on a présenté une réelle séparation des pouvoirs et un réel équilibre des pouvoirs, mais surtout une justice indépendante et des contre-pouvoirs, et aussi des renforcements des libertés individuelles et collectives des citoyens.
Pour moi, personnellement, c'est comme ça que je vois la Constitution. Malheureusement, le pouvoir, comme toujours, il manœuvre. Il ne gère pas les crises. Il ne veut même pas apporter des solutions aux crises. Il manœuvre. Il dirige par la ruse, par les manœuvres dilatoires pour essayer de se détourner des vrais problèmes. Parce qu'en fait, il n'y a pas de volonté politique d'aller réellement vers la construction d'un État, des institutions et sortir justement de ce pouvoir des clans, de ce pouvoir personnel et de ce pouvoir hyper présidentiel qui met un président de façade civile, mais qui continue justement à travailler dans un esprit clanique. Et aujourd'hui, cette mouture, malheureusement, elle consacre tout cela. Alors, avant d'arriver à ça, je vais vous interrompre juste le temps de vous demander, c'est une question très importante, vous parlez d'un projet qui présidentialise encore davantage la Constitution et des pouvoirs hyper présidentiels. Expliquez-moi juste une chose, Zobeida Assoul. Comment un président peut-il être doté de pouvoirs très forts, très concentrés, alors qu'il n'est lui-même que la façade d'un pouvoir autrement plus réel? Vous avez raison de poser cette question. Là se pose la question de la légitimité du président lui-même. Parce que le président actuel, il sait très bien que ce n'est pas le peuple qui l'a choisi, parce que le taux de participation était très très faible et que sa venue, c'est la volonté d'un certain nombre de généraux qui ont voulu justement nous ramener ce président. Le problème encore qui est à mon sens plus grave, c'est qu'il accepte de jouer ce jeu-là et que quand vous voyez que le président de la République, par rapport à la Constitution actuelle, je parle sur le plan purement juridique et purement constitutionnel, ce président qui est le premier magistrat du pays, qui est l'autorité suprême du pays, comment il peut être dans une contradiction aussi manifeste d'être à la fois le président de la République, mais en même temps d'être ministre de la Défense? Il n'y a qu'en Algérie, ou dans des systèmes les plus totalitaires, où nous avons un président soi-disant élu par le suffrage universel, donc un président qui est censé représenter la volonté populaire, mais de l'autre côté, il accepte de se soumettre et de devenir membre du gouvernement d'un chef du gouvernement que lui-même va nommer. C'est ça l'ineptie, en fait. Comment se fait-il qu'un président puisse être ministre de la Défense? C'est ridicule, ma foi. On ne peut pas être à la fois le plus haut responsable du pays, garant de la Constitution, garant de tout, et par la suite, on devient membre du gouvernement comme tous les autres membres du gouvernement. On va nous dire, bien sûr, non, parce qu'il est comment on dit, ministre de la Défense et responsable suprême et chef suprême des armées. Chef suprême des armées. Bon, tous les chefs d'État ailleurs sont chefs suprêmes des armées, les gens qui ont l'arme nucléaire, parce que le bouton, c'est le président qui doit l'avoir. Mais il ne peut pas être ministre et président en même temps. Je comprends ce que vous voulez dire. Il ne peut pas être ministre et président. Et c'est ça le ridicule, parce qu'en fait, l'armée n'accepte pas que le ministre de la Défense soit un membre du gouvernement comme tout le reste des membres du gouvernement, dont le ministre des Affaires étrangères. À plus forte raison, un civil, un ministre civil. Voilà, mais bien sûr qu'il doit être un civil. Donc, non, c'est même l'idée d'être un ministre civil et d'être au rang des ministres, des autres ministres, ça c'est quelque chose, je pense qu'il y a des généraux qui ne peuvent pas accepter ça, qui n'accepteront jamais cela. C'est une dégradation en quelque sorte de leur statut. Voilà. Mais dites-moi, Zobeida Assoul, avant que vous n'entriez dans le sujet de la mouture en elle-même. Je veux juste faire le parallèle, oui. Parce qu'il y a des gens qui vous disent non, c'est la Constitution qui prévoit. Vous savez, l'actuelle Constitution aussi, elle dit que le président de la République dirige la politique extérieure, mais ce n'est pas pour autant qu'il est ministre des Affaires étrangères. Exactement, absolument. Donc voilà, j'en finis pour faire le parallèle, parce que la lecture de l'article 91 actuel de la Constitution qui dit que le président est responsable de la défense, c'est normal, c'est une phrase bateau qui veut tout dire et rien dire à la fois, mais elle ne dit pas qu'il doit être ministre de la Défense en aucun cas.
je les défie d'apporter cette interprétation de l'article 81. Alors, je vais vous poser quelques questions et puis je vous laisserai aller où vous voulez, hein. Vous pouvez discuter du sujet qui vous semble le plus opportun, mais j'aimerais vous poser quelques questions. D'abord, cette nouvelle sortie, le président désigne son vice-président. D'abord, pourquoi n'a-t-on pas prévu les modes de désignation? Comment? Pourquoi? Avec quels moyens? Dans quelles institutions? Et ensuite, pourquoi ce projet de constitution n'a-t-il pas prévu les prérogatives de ce vice-président? Qu'est-ce qu'il va faire? Quelles sont ses attributions? Et de l'autre côté, qui nous dit que ce ne sont pas ceux qui ont mis Tebboune qui ont décidé de lui mettre un remplaçant juste à côté, on ne sait jamais, au cas où il disparaît ou au cas où il décide de l'enlever, pour que l'autre puisse finir le mandat. À votre avis, Zobeida Assoul? Très bien, si jamais. Avant de vous répondre encore une fois, je veux juste dire que ce processus constitutionnel a commencé à l'envers d'abord. Parce que vous savez, devant une révolution, un peuple qui est sorti depuis plus d'un an dans la rue pour revendiquer une rupture, la construction d'un état de droit, l'indépendance de la justice, la non-ingérence de l'armée dans la décision politique, encore une fois. Parce que l'armée, tous les Algériens la respectent quand elle s'occupe de ses prérogatives constitutionnelles et ne se mêle plus de la politique et de l'exercice de la politique. Maintenant, ce processus, dans cette situation, en plus, on doit rajouter la pandémie que nous vivons actuellement et le confinement. Donc, ce processus devait commencer, et vous savez très bien, vous en êtes témoin, et l'opinion publique aussi, que nous avons proposé en tant que politique une conférence nationale ou des assises nationales où tous les Algériens se regrouperaient de toutes les tendances politiques, la société civile, les élites, les activistes du Hirak, pour débattre ensemble comme des citoyens afin d'aller vers une feuille de route ou un projet de constitution consensuel qui permettrait à cette constitution justement la longévité et la durée dans le temps. Malheureusement, ce processus, il fait le chemin inverse. Il commence par imposer et donner l'amendement de la Constitution à des juristes qui ne diminuent en rien de leur qualité de juriste, mais ma foi, j'adhère totalement à ce qu'a dit M. Adel Houari, la Constitution n'est pas un texte académique. La Constitution est un pacte social entre les citoyens que nous sommes et l'État. L'État, ça veut dire les institutions. Donc, il y a deux parties. On ne peut pas faire une constitution par une seule partie ou par la volonté d'une seule partie. Donc, le peuple est complètement exclu de cette opération. La deuxième des choses, Adel Houari tout à l'heure disait, il a demandé de débattre de ce projet ou cet avant-projet. Il ne peut pas y avoir de débat si jamais dans une conjoncture que nous vivons actuellement. D'abord, on est en confinement, la situation et la pandémie a pris le dessus et c'est tout à fait normal. Mais par contre, pourquoi choisir ce timing? Là, il y a une arrière-pensée, bien évidemment, tout à fait affichée. Ça veut dire que ça ne les intéresse pas, les débats. En fait, ils veulent profiter de cette conjoncture pour faire passer cet avant-projet. Justement, à propos de débat, Zobeida Assoul, à propos de débat, et avant que vous ne répondiez à ma question sur le vice-président, est-il vrai que tous les partis politiques ont reçu un pli fermé avec la mention confidentielle où il y a ce projet de constitution et qu'on aurait demandé à ces partis politiques de ne pas communiquer à l'opinion publique, de le garder pour eux? Est-ce que c'est vrai? En tout cas, le parti que je préside, l'UCP, n'a rien reçu jusqu'à présent. Moi, j'ai étudié l'avant-projet sur ce qui a été communiqué sur les médias. Moi, je l'ai reçu, je peux vous l'envoyer si vous voulez. Moi, je ne l'ai pas reçu. Mais sinon, Zobeida Assoul, moi, je vais vous dire quelque chose. Alors, donc, vous nous confirmez qu'ils n'ont pas envoyé à tous les partis. Ils ont choisi les partis. En tout cas, je parle de l'UCP. Nous n'avons, à ce jour, je vous parle, nous n'avons rien reçu. Alors, vous ne faites pas partie des élus? Des élus du régime, j'entends. Hein. Visiblement. Alors, au sujet de ma question sur le vice-président. Alors, moi, j'ai envie juste de dire, d'abord au préalable, avant de répondre à votre question, que, en fait, ce projet d'amendement
est juste la reproduction, la confirmation du système établi, c'est-à-dire la mainmise du pouvoir exécutif, donc un régime hyper présidentiel et aussi l'esprit de partage des quotas entre les gens de ce système. Et je vais m'expliquer sur certaines dispositions qui me semblent très importantes. Parmi les dispositions, comme vous m'avez posé la question en ce qui concerne le vice-président, rappelez-vous que l'idée du vice-président n'est pas celle de Tebboune, ni celle de ce pouvoir en place. Elle date déjà depuis la maladie de Bouteflika. Rappelez-vous, quand le quatrième mandat Bouteflika fait, le quatrième mandat que ça a commencé à jaser auprès des citoyens, de l'opposition, etc., même de l'étranger. Donc, ils avaient pensé à faire un vice-président. Et l'idée a commencé un peu à circuler ici au niveau des directoires de certains partis politiques. Et il y a même des partis politiques qui ont essayé de faire un peu le marketing de cette idée. Bien sûr, quand le peuple est sorti pour rejeter le 5e mandat, et nous, on a commencé en 2018 déjà à rejeter le 5e mandat, Bouteflika, dans sa dernière lettre, pour dire « j'accepte les revendications du peuple, j'accepte de faire des réformes, laissez-moi juste une rallonge de mon 4e mandat ». Et dans cette rallonge-là, il y avait le poste de vice-président, parce que Bouteflika, l'Algérie, n'était plus représentée à l'échelle internationale. Et donc, ils ont pensé même à plusieurs vice-présidents. On avait parlé à l'époque de 2 vice-présidents, un à l'intérieur et un à l'extérieur, qui pourraient représenter l'Algérie à l'extérieur. Donc, cette idée n'est pas nouvelle. Maintenant, aujourd'hui, ils la remettent justement au goût du jour parce que, je pense, à mon avis, ça c'est ma lecture de la situation politique, je pense que le pouvoir qui a choisi Tebboune, maintenant, il s'est rendu compte qu'il a fait une grosse erreur. Parce qu'il n'a pas, disons, l'envergure, il n'a pas le charisme d'un chef d'État, il n'a pas de discours politique, il n'a pas d'initiative politique, et donc, il prévoit déjà, peut-être d'ici une année, ou peut-être moins, ou peut-être plus, en tout cas, il n'ira pas jusqu'au bout de son mandat. Attention, Zoubida Assoul, vous êtes en Algérie et ces gens-là, vous connaissez leur méthode quand on s'attaque aussi frontalement à eux. Vous êtes en Algérie, faites attention. Pas. Moi, je fais une lecture. Je suis une femme politique, je fais ma lecture. Elle peut être juste comme elle peut être fausse, mais c'est ma lecture. Alors, Zoubida Assoul, pourquoi ce comité d'experts n'a-t-il pas jugé utile de prévoir les prérogatives de ce vice-président, parce qu'on ne peut pas laisser le président le nommer et lui désigner ses prérogatives, par note de service ou par quoi? Mais c'est ça. D'abord, la première des choses auxquelles ils vont être confrontés, c'est qu'on n'est pas, les gens essayent parfois vraiment de jouer sur la naïveté ou peut-être de manipuler les Algériens en croyant que les Algériens ne sont pas suffisamment intelligents. Ils se trompent beaucoup. D'abord, le système de vice-président, dans les systèmes démocratiques, et notamment celui des États-Unis, le vice-président, lui, il est élu dans la même liste. En même temps que le président. C'est un ticket. En même temps. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui a une légitimité populaire. Oui. Chez nous, ça ne peut pas être le cas d'abord parce que nous n'avons pas le même système politique américain. Les Américains ont des institutions qui fonctionnent, ils ont la séparation, ils ont le Congrès, ils ont une justice indépendante. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais chez nous, ils ont essayé d'éviter ce qui s'est passé avec Bouteflika. Et quand ils ont vécu qu'ils n'ont pas pu organiser les élections dans les délais constitutionnels avec Ben Salah, en dehors des 90 jours, ils se sont retrouvés dans une situation qui était anticonstitutionnelle. Ça veut dire que vous êtes en train de nous dire qu'ils ont besoin d'une roue de secours? Bien sûr. Sauf que cette roue de secours, elle va pas avoir la légitimité parce que, et en plus, on ne sait pas le président sur quels critères il va choisir ce vice-président et quelles prérogatives il va lui donner. Mais en plus, ce qui est plus grave, c'est que ce vice-président non élu, sans légitimité populaire, mais en plus qu'on ne connaît pas ses prérogatives, ni ses compétences, ni d'où il vient, il doit, en cas
du départ de l'actuel président, il doit continuer le mandat. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, les Algériens, à régresser d'un président mal élu ou illégitime ou d'une légitimité, une mauvaise légitimité, à un président qui n'est pas du tout légitime, qui n'est pas du tout élu. Donc on va encore régresser davantage. Alors, Zoubida Assoul, C'est comme ça que je vois les choses. un dernier mot avant de nous quitter. Oui, je voulais juste dire que, en fait, la rédaction, l'architecture de cette rédaction, de cette nouvelle mouture d'amendement de la Constitution, j'ai eu le temps de regarder un peu la Constitution française de 58. Eh bien, cette mouture, vous savez, elle a exactement calqué la Constitution française de 1958. C'est-à-dire que l'actuelle Constitution algérienne parle des trois pouvoirs. En tout cas, elle consacre théoriquement les trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Vous allez remarquer le pouvoir qui m'intéresse beaucoup, moi, et qui intéresse beaucoup d'Algériens, qui est le pouvoir judiciaire. Le mot pouvoir judiciaire a disparu de cette mouture. On parle de l'adala, c'est-à-dire la justice. Mais en plus, le président reste le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, l'exécutif restera toujours, c'est lui qui a la même mise sur le pouvoir judiciaire et il ne sera plus un pouvoir. Ça sera la justice tout court. Mais en plus, quand vous voyez le Conseil supérieur de la magistrature, qui est composé, c'est vrai, de 15 magistrats, mais aussi de 6 personnalités nommées par le président, dont le président du Conseil national des droits de l'homme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient faire ici, mais encore plus grave, les deux présidents des deux chambres exécutives nomment eux-mêmes 2 membres dans le Conseil supérieur de la magistrature. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans un pouvoir judiciaire qui est censé être indépendant. Et la troisième des choses que je remarque dans cette mouture, c'est que la Cour constitutionnelle, qui est considérée aujourd'hui comme une institution de contrôle, donc c'est l'arbitre qui doit arbitrer entre les trois pouvoirs, mais aussi entre les citoyens et les trois pouvoirs. Cette Cour constitutionnelle est composée par 12 personnes, 4 sont nommées par le président, donc le tiers, 4 sont nommés par le pouvoir législatif et seulement 4 élus par les corps de la magistrature qui sont la Cour suprême et le Conseil d'État. Donc même l'institution de contrôle, elle est encore maîtrisée à la fois par le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire qui est censé composer la majorité et surtout le président de cette Cour constitutionnelle, ce qui va rendre cette Cour constitutionnelle inopérante, comme l'a toujours été le Conseil constitutionnel aujourd'hui, puisque l'actuelle Constitution, elle dit que si jamais il y a un empêchement du président ou sa maladie ou sa démission, le Conseil constitutionnel se réunit obligatoirement et pourtant ce Conseil ne s'est jamais réuni. Pas même du temps de Donc, Bouteflika, voilà. quand Bouteflika ne connaissait sûr. même plus son propre nom. Mais bien sûr, c'est ça. Merci. Donc voilà le problème qui se pose dans cette mouture. Et rien n'a changé. Ce sont des réaménagements de pure forme. Le système est maintenu. Le président, c'est lui qui a théoriquement, à travers cette mouture, l'ensemble des prérogatives. D'ailleurs, même le chef du gouvernement, qui lui ont changé juste de nom, de Premier ministre, il devient chef du gouvernement, mais il n'a aucune prérogative. Mais en plus, ce qui est encore plus grave en termes de légitimité et de couac que nous allons vivre avec cette mouture, c'est que ce président, lui, qui est censé avoir un programme, il demande à son chef du gouvernement lui-même d'élaborer un programme, mais il ne dit pas que ce chef du gouvernement doit être issu de la majorité parlementaire, au moins qu'il y ait un semblant de rééquilibrage entre les trois pouvoirs. Donc vous voyez que rien n'a changé, bien au contraire. On n'est pas sorti de l'auberge. Merci Zoubida Assoul, au plaisir de vous revoir, j'espère plus fréquemment parmi nous. Merci beaucoup. Nous allons recevoir, un peu tard par rapport à ce que nous avions prévu, Tahar Khelfoun.
Tarek Elfoun, merci d'être avec nous. Allô, oui, bonjour Jamel, merci de l'invitation. Merci, c'est Et moi, je Tarek. salue, et je salue bien les invités, vos invités, donc Madame Zoubida Assoul et Louari Addi. Je salue bien. Eh ben, le Houari était avec nous, il est parti. Le Houari a dit que Sahabna Ana Ouyak, Oui, c'est exact. dans la vraie vie. Oui, tout à fait, c'est exact. Tarek Elfoun, vous êtes juriste, vous êtes très expert en droit administratif, vous avez écrit des œuvres remarquables, vous avez fréquenté des historiens. Je rappelle que l'un de vos meilleurs amis était Gilbert Meignier, Rabbi Rahmo. Alors, Tarek Elfoun, je suis tenté d'abord de vous demander de nous dire, nous allons essayer, je sais que vous maîtrisez parfaitement ce sujet, mais je vous demanderai d'être un peu bref pour que nous puissions aborder le plus grand nombre de sujets avant la fin de l'émission. Tarek Elfoun, qu'est-ce qu'une constitution? Oui, oui, effectivement. La Constitution, elle peut en effet revêtir plusieurs significations, plusieurs définitions. Mais en gros, la Constitution dite moderne, elle est née du constitutionnalisme moderne. Le constitutionnalisme moderne est, à son tour, est né vers le XVIIIe siècle d'un besoin des États de... Tarek, on ne vous entend pas très bien. Essayez de vous rapprocher de votre micro. Allô, vous m'entendez? On ne vous entend pas très bien. Non, parce que si vous avez des écouteurs, il vaut mieux les retirer. Parlez directement au téléphone. Non, j'ai pas d'écouteur. Là, c'est mieux. On vous entend, on vous écoute. On vous entend. Oui, alors je disais que la Constitution, en effet, peut revêtir plusieurs significations, plusieurs définitions. Mais pour schématiser, on peut dire qu'au sens formel, elle se présente comme un ensemble de normes fondamentales et qui ont une autorité supérieure à celle des autres textes juridiques, c'est-à-dire les textes législatifs, réglementaires ou les normes jurisprudentielles. Ça, c'est le sens formel et qui découle de cette définition une autorité supérieure de la norme constitutionnelle sur l'ensemble des normes des autres textes juridiques, c'est-à-dire les textes législatifs, réglementaires et les normes jurisprudentielles. Alors, le sens matériel de la Constitution, il définit le statut de l'État, il fixe les règles relatives à l'attribution et l'exercice du pouvoir politique, il organise la répartition des prérogatives entre chaque pouvoir et organe de l'État, et surtout, il établit les libertés publiques et les droits fondamentaux. Donc, ce texte constitutionnel est quelque chose de fondamental dans un État. C'est le texte qui est disposé au sommet de la hiérarchie des normes. Et donc, c'est pour ça que dans les lois, par exemple, ou dans les décrets, les textes législatifs ou réglementaires, dans les visas, quand on dit vu la loi, vu, celle qui est tout à fait en haut, c'est vu la Constitution. Oui, absolument, vu la Constitution. Il y a une très bonne définition qui est donnée par Michel Miaille, qui a enseigné à la fac de droit d'Alger. Il dit que c'est la norme qui génère les autres normes. C'est-à-dire que la loi doit être conforme à la Constitution, l'ordonnance doit être conforme à la loi, le décret doit être conforme à l'ordonnance et à la loi, etc. Donc, c'est un droit qui s'autogénère à partir de la Constitution. Et alors, bon, oui, poursuivez si vous avez encore quelque chose à dire sur la question. Oui, mais alors, le problème de la Constitution, pour paraphraser le juriste tunisien Yad Ben Achour, il dit que le tiers-monde est subjugué par l'idée de constitution. Mais simplement, ce discours ou cette inflation des discours sur la constitution dans les pays du tiers-monde, il cache mal le fait que ces mêmes constitutions ne sont pas respectées. C'est-à-dire que même ceux qui la foulent aux pieds s'en réclament et prétendent de n'agir
que conformément à ces règles et principes. Alors, C'est ça le fond du problème. Alors, la question, une autre question réellement substantielle hein, que je voudrais vous poser. Pourquoi cette manie du régime algérien, maintes fois, de réviser ou de changer de constitution alors qu'eux-mêmes n'ont jamais respecté leur propre constitution? Toutes les constitutions algériennes ont été faites, concoctées par le régime lui-même. Il a fait ce qu'il a voulu, il a mis ce qu'il a voulu, il a enlevé ce qu'il a voulu lorsqu'il a amendé le... Mais pourquoi cette manie de toujours vouloir réviser ou relancer notre constitution alors que tout le monde sait, et lui le régime en premier, qu'ils n'ont jamais respecté cette constitution, qu'ils ont toujours allègrement violée? Absolument, absolument. Alors il faut préciser une chose d'emblée. C'est que l'Algérie s'est dotée depuis 1962 de deux constitutions. Celle du 10 septembre 1963, dont la durée de vie se réduit à 20 jours, une vingtaine de jours, puisque après Ben Bella a pris les pouvoirs spéciaux et les pouvoirs exceptionnels, donc elle n'était plus en vigueur. Et la deuxième constitution, c'est celle de 1976, de novembre 1976. Donc toutes les révisions qui sont intervenues étaient intervenues pour réviser ce texte de 1976, c'est-à-dire celle de 89, de 96, de 2002, de 2008 et de 2016. Et enfin, la sixième révision, elle interviendra en 2020. Donc, le problème des révisions de la Constitution, alors il y a deux procédés en droit constitutionnel. Alors, il y a le pouvoir constituant originaire, qui est celui du peuple, et c'est l'article 8 de la Constitution, je crois qu'il a été évoqué par Mme Zoubida Assoul, et le pouvoir constituant dérivé, institué, et qui est conféré au chef de l'État. Le problème, c'est que seule la Constitution algérienne confère au président de la République, et lui seul, la compétence de l'initiative de révision de la Constitution. C'est-à-dire qu'elle écarte le Parlement. Les parlementaires, les représentants du peuple, ne sont pas associés à la procédure ou à l'initiative de révision de la Constitution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a été évoqué, c'est le contexte. Comment débattre d'une Constitution dans un contexte de vacuité politique où la pandémie du Covid-19 a imposé donc la suspension des marches, il n'y a plus de vie politique depuis que le virus a contaminé les Algériens. Et de trois, alors quelle autorité dispose la Constitution, et c'est votre question, sachant que ces constitutions n'ont jamais été respectées. C'est-à-dire que nous avons affaire à des dirigeants qui sont rebelles à toute régulation par la norme juridique. Leurs comportements et leurs réflexes obéissent davantage à des mœurs, à des pratiques. Le clientélisme, la centralisation, la corruption, la répression. Les circonstances. Les circonstances, donc des normes de fait. Alors, n'est appliqué dans la Constitution que le dispositif qui renforce les mécanismes d'autorité, qui renforce le pouvoir des dirigeants. Tout le dispositif lié, relatif aux libertés, aux droits fondamentaux, à la séparation des pouvoirs, à l'indépendance de la justice, sont systématiquement écartés. Donc, l'un des objectifs assignés à la Constitution est que cette Constitution est empruntée à des systèmes constitutionnels dits modernes, et donc cette modernité confère à l'État algérien cet aspect de modernité. C'est-à-dire que nous avons un État qui fonctionne selon des lois modernes, puisqu'ils sont empruntés à la Constitution française de 1958 ou à des constitutions européennes. Donc la Constitution d'Algérie a une fonction de légitimation. C'est-à-dire que c'est du trompe-l'œil, c'est des façades pour cacher la vérité qui est derrière. Absolument. C'est une façade pour dissimuler et cacher, masquer
le fonctionnement réel du pouvoir. Alors, Tahar Khelfoun, une question que se posent tous les Algériens. Tout le monde se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les experts, entre guillemets, parlent de pouvoirs exorbitants qui sont confiés à ce président à travers ce projet, alors que tout le monde sait que ce président n'a aucun pouvoir réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que réellement cette constitution va lui donner de vrais pouvoirs, ou est-ce que cette constitution va permettre à ceux qui ont le vrai pouvoir de tout contrôler à travers lui? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est là qu'intervient, que les travaux de l'Houari Abdi revêtent les travaux revêtent toute leur importance. Lui, il a réussi à théoriser le pouvoir réel et le pouvoir formel. Donc pour l'armée, pour le haut commandement de l'armée, contrôler la présidence de la République revient à contrôler l'ensemble du régime politique, l'ensemble des institutions. C'est la raison pour laquelle c'est stratégique pour l'armée que de désigner un homme qui soit à sa solde. Alors, c'est la raison pour laquelle le président de la République doit absolument dépendre de la haute autorité militaire qui l'a cooptée et qui l'a installée. Et c'est en lisant, moi je n'ai pas eu la connaissance de la mouture, de l'avant-projet, mais j'ai consulté quelques papiers dans la presse et il apparaît très clairement que la logique des aménagements prévus par cette mouture sont la continuité des mécanismes autoritaires de la Constitution de 1976. C'est-à-dire une Constitution née du parti unique et du pouvoir unique. Et que les partis politiques nés depuis la Constitution, enfin la révision de 89, en réalité sont administrés. Et c'est le pluralisme politique en Algérie a été encouragé, si vous voulez, par effraction. Il est entré en scène par effraction en 1989 aux grandes dames du FLN et de l'armée. Beaucoup de dirigeants du FLN étaient hostiles. Et cette hostilité montre l'immaturité des dirigeants à l'idée du pluralisme politique, du multipartisme, et son corollaire, l'alternance au pouvoir. Et c'est pourquoi ces mécanismes d'autorité institués depuis 1976 n'ont pas été remis en cause fondamentalement. On a saisi le pluralisme politique d'aujourd'hui pour en faire une façade. Une autre façade. C'est juste une façade. Il a été transformé en pluralisme impuissant. Ouais. Alors, Tahar Khelfoun, le Hirak al-Moubarak, comme l'appelle Tebboune lui-même, le Hirak al-Moubarak, qu'il combatte pendant qu'ils lui disent Hirak al-Moubarak, ils mettent ses représentants en prison, les hirakistes les plus visibles en prison, etc. Il les traite en même temps de mercenaires, de cherdima et autres termes très gentils. Mais sinon, Hirak avait demandé, parmi ses plus fortes revendications, Madaniya Machi Askaria, et il avait dit, nous voulons une transition. Et dans la transition, nous voulons un processus constituant. Ça veut dire la désignation par le peuple d'une assemblée constituante et l'élaboration d'une constitution qui sera par la suite soumise au peuple à travers un vrai référendum, pas comme les présidentielles de Tebboune. Et qu'est-ce qu'on lui répond en même temps qu'on lui dit Hirak al-Moubarak? On lui répond non, on a désigné un comité d'experts à qui on a défini 6 points, plus 1, à traiter et pas plus, et ce sera votre constitution, et nous allons vous la soumettre de toute façon par référendum, un référendum dont on imagine déjà les résultats. Comment a-t-on fait, comment ce régime a-t-il fait pour rester aussi autiste, à des aspirations exprimées de façon si forte d'un processus constituant pour leur donner, pour faire accoucher la montagne d'une souris?
Oui, la constituante est une ancienne demande qui remonte au mouvement national, mais son actualité, elle est toujours d'actualité, si vous voulez. Elle remonte à l'étoile noire africaine, ensuite le PPMTLD, et même Farhat Abbas. En 1943, il avait en effet, il avait réclamé. Alors on peut remonter aussi au FLN en 1954, le 15 novembre 1954, à la conférence du Caire. La demande d'une constituante souveraine a été évoquée par la délégation extérieure du FLN. On peut aussi revenir à 63 avec le FFS. Et puis la déclaration de 76 de Hosni Lahouel, de Ben Khadda, de Farhat Abbas, de beaucoup d'autres personnalités qui ont rédigé un papier demandant l'élection d'une assemblée constituante souveraine. Donc c'est une ancienne idée, toujours d'actualité, mais combattue par le régime, parce que dans la doctrine de ce régime, l'idée d'une constituante signifie l'échec de la construction de l'État depuis 1962. Alors que la plupart des États qui ont réussi le passage des régimes autoritaires à des régimes démocratiques sont passés par la constituante. Et nous avons le cas de la Tunisie, pays voisin. En 2011-2014, il a mis en place une constituante, une assemblée constituante qui a permis cette transition de 53 ans de zéaïmisme, etc., à, bien évidemment, un pouvoir pour l'instant fragile, mais en tout cas, c'est le premier pays dans l'espace du monde musulman à avoir réussi cette transition. Alors nous avons le Portugal, il y a l'Espagne, il y a la France, beaucoup de pays qui ont réussi cette transition de régime autoritaire à des régimes démocratiques sont passés par la phase de la constituante. Alors, le régime algérien refuse la constituante et il l'a écartée systématiquement depuis 1962, mis à part la parenthèse de la constitution de 63, mais on a vu que, bon, là aussi, l'Assemblée constituante a été violée par le régime Ben Bella Boudienne qui ont fait voter la constitution à la salle majestique. La constituante est complètement écartée. C'est l'explication, à mon sens, c'est que le peuple n'est pas mûr. Le peuple est immature pour se doter de ses institutions, pour se doter lui-même, pour être lui-même souverain et décider de sa propre constitution. Donc le peuple est mis sous tutelle, pardon. Il est mis sous tutelle et ce sont les dirigeants qui décident à sa place et qui choisissent une constitution à sa place. Alors que la constitution, l'actuelle constitution, dans son article 8, qui précise très bien que le pouvoir constituant appartient au peuple, c'est-à-dire le pouvoir constituant originaire appartient au peuple. C'est clair. Et le pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire le président de la République, il est institué par le pouvoir constituant originaire. C'est à lui de décider de la constitution qu'il veut choisir à travers ses représentants, c'est-à-dire par l'élection d'une assemblée constituante. Tahar, je suis obligé de vous interrompre. Je vous remercie beaucoup. Nous avons largement débordé sur l'horaire qui nous a imparti à cause d'un petit souci technique. Tahar, merci infiniment pour tous ces éclaircissements. Merci beaucoup. Merci à Adil Houari, merci à Zoubida Assoul, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bislama ou à la prochaine. Pardon, j'ai oublié de commenter ce qui vient de tomber sur le ministre de l'Éducation. C'est le info plafond qui m'a dit ça inaugure. Qui m'a dit on va vous le remontrer.